Alors, bonjour à tous. Alors, je me nomme Brice Zemeta, coordinateur du projet No Pollueur à Dakar. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche particulièrement, c'est le greenwashing de Total. Mais avant tout, je vais vous présenter nos invités, à savoir Gunman Khouman à ma gauche et Babacar à ma droite. Alors, je vous laisse le soin de mieux vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Nous allons commencer par Khouman. Salam alaikum. Moi, c'est Gunman Khouman, donc artiste, musicien et aussi artiviste. Voilà. Bonjour, moi c'est Babacar Ngodjom. Je suis activiste et président d'une association dénommée Ambassadeur de l'Environnement, basée au Sénégal. Alors, je pense que nous connaissons presque tous Total Energy, mais par contre, nous ne savons pas ce qui se cache derrière le greenwashing de Total. Total engendre des milliards de dollars chaque année, mais derrière cela, il laisse beaucoup de dégâts environnementaux. Alors, nous allons parler de son implication dans la canne. Alors, vous pensez qu'une entreprise aussi polluante a-t-elle sa place dans un événement comme la CAN? D'autant plus qu'elle pollue en Afrique. Alors, je laisse le soin à M. Khouman de répondre. Bon, vous savez, en fait, on est tous des amateurs de football. Donc, c'est le sport qui nous a bercés. Et Total Energy, qui est une entreprise, qui est l'une des entreprises les plus rentables en Afrique, parce que c'est une entreprise qui a changé de nom. Ça s'appelait Elf, ensuite ça s'appelait Total Energy. Donc même du moment où ça s'appelait Elf, Total était beaucoup impliqué dans tout ce qui était corruption dans certains pays. On a vu par exemple au Congo, on a vu au Gabon, etc. Donc ça a été une entreprise qui a longtemps été une entreprise qui servait de financement pour certaines activités illicites, ou en tout cas des activités de corruption. Et c'est même Total Energy qui a changé de nom, qui s'appelait donc, comme je disais, Elf, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Total Energy. Depuis quelques années, effectivement, ils ont compris que le football était le sport le plus populaire du monde, pratiquement. En tout cas, en Afrique, c'est le sport le plus populaire. Donc, ils ont commencé à essayer de greenwash. Si tu le traduis en français, c'est comme si tu disais rafraîchir ou améliorer son image. Donc, ils essayent de faire un blanchiment, en tout cas, ils essayent de changer le narratif en montrant aux gens que Total est une compagnie qui est impliquée dans le développement du football, que Total, c'est une compagnie qui investit aussi également dans tout ce qui est éco-responsabilité. Pour vous juste donner quelques chiffres, de 2016 à 2023, Total en tant que sponsor, ils ont payé 950 millions de dollars pour être les sponsors de la CAN. Donc 950 millions de dollars pour 3 ans. Pardon, 2016-2023, pour 8 ans, 950 millions de dollars. Et bizarrement, ils ont signé un contrat de 2025 à 2028, je pense, oui, pour 3 ans, qui monte à 1125 millions de dollars. Donc, ça vous donne à peu près une idée de ce que Total, de sa force de frappe. Donc, s'ils sont capables de payer autant d'argent pour juste refaire leur image, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Oui. Donc, je pense qu'il est important aussi que les Africains comprennent que ce n'est pas... Avant Total, il y avait d'autres compagnies qui ont été des sponsors officiels de la CAN, certes, mais je ne pense pas qu'il y ait autant d'argent qu'une compagnie puisse donner pour pouvoir juste se refaire son image. Si la moitié de cet argent servait à faire des actions concrètes pour protéger l'environnement, pour améliorer la manière dont ils exploitaient le pétrole et le gaz sur le continent, je pense que on n'aurait même pas l'occasion de parler de ça. Donc, faites-vous une idée. Quand je dis 1125 millions de dollars, il faut le multiplier par 500, 550 selon le cours du dollar pour voir combien est-ce que ça représente. Donc, ça fait 500 milliards de francs CFA. Ça fait plus de 500 milliards de francs CFA. 500, oui, c'est ça, non? 500 000 milliards. Même pas 500 milliards. 500 000 milliards de francs CFA qui ont été investis pour pouvoir se faire une image. Donc,
que ceux qui nous suivent, ceux qui regardent l'émission, comprennent pourquoi est-ce qu'on est choqué de voir tout cet argent qui a été mis, tout en sachant que à côté de ça, il y a une manière de faire qui n'est pas très orthodoxe et il y a une manière de faire aussi qui n'est pas très clean. Parce que même 1000 milliards de dollars, 2000 milliards de dollars, si vous mettez cet argent juste pour vous faire une belle image et que derrière, vous ne faites rien pour protéger, pour reboiser et pour clean, pour nettoyer les océans, etc., je pense que c'est juste de la poudre aux yeux. Alors, voilà. En parlant de blanchiment d'image, alors Total mène en ce moment le projet EACOP, qui est le plus gros projet éologique d'Afrique. Yep. Il se trouve précisément en Afrique de l'Est, qui traverse, ils ont une pipeline de 1443 km qui traverse deux pays, à savoir la Tanzanie et l'Ouganda. Alors, ces pipelines sont chauffés à 50 degrés. 50 degrés, je vous dis bien. C'est énorme. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque de dégradation de l'environnement lié à ces pipelines-là? Alors, je pense qu'on va laisser M. Babacar, il est l'expert en la matière en ce qui concerne l'écologie. Ah oui, comme il l'a dit, hein, Total, c'est une entreprise qui s'active dans l'exploitation du pétrole, donc du gaz. Tout le monde sait que notre couche d'ozone aujourd'hui est menacée et devient de plus en plus, en tout cas, dégradée par ces combustibles-là. Donc tout ce qui est gaz donc à effet de serre, il faut savoir aussi que c'est dans l'exploitation du pétrole et du gaz qu'on obtient donc de l'essence, donc tout ce qui est carburant. Et c'est des combustibles, en tout cas, qui continuent à dégénérer notre environnement. Donc, Total, ils ont une politique RSE un peu dangereuse parce que là, ils ne vont pas directement donc, faire des activités qui vont peut-être donc, pallier à ce mal qu'ils sont en train de faire, mais seulement ils veulent vendre leur image. Et nous, Africains, donc, tout le monde sait que nous sommes des amateurs, en tout cas, du foot. Donc, il y a des grandes mobilisations. La prochaine CAN va se tenir, je pense, au Maroc. Donc, c'est une occasion aussi. Donc, je vois maintenant Total va au-delà de ça. Il paye même des influenceurs qu'il prend en charge carrément. Donc, ces influenceurs-là ne sont même pas conscients que Total est en train de les exploiter. Donc, peut-être il faut refuser cela et pousser Total à s'orienter vers les activités concrètes, telles que les reboisements. Donc, Grand Kouman en a parlé, et aussi d'autres activités qui vont peut-être... au Sénégal, nous avons le BRT, qui est un exemple donc, à encourager, parce que c'est des énergies, en tout cas, donc, vertes, donc énergie propre. Donc, Total doit s'orienter vers ça et aider les Africains carrément donc, vers une transition donc, plus écologique et responsable. Donc, nous, Africains, nous devons donc, dire non à Total, carrément. Donc, quand il vient nous proposer donc, ces genres de prise en charge pour les cadres et tout, alors que derrière, ils détruisent. Donc, je pense que l'Afrique fait partie donc, de le plus gros marché. C'est pour cela qu'ils font ça. Absolument. Parce que lorsque vous allez en Occident, les autres pays d'Europe, donc bien en Amérique même, il y a d'autres géants qui sont là-bas. Peut-être il y a des organisations qui existent au niveau local, donc qui disent non, donc, ou bien qui leur poussent à avoir une politique RSE plus responsable. Et c'est de vers ça, donc on doit pousser Total Énergie ici en Afrique. Peut-être ils vont pallier ça donc, en aidant nos gouvernements donc, avec une transition écologique et responsable. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de dessous de table, parce que ce qu'il vient de dire, par exemple, ce qui se passe en Afrique de l'Est, c'est vraiment un scandale. Je veux dire, le fait de déplacer des populations, de déplacer des milliers de personnes, de les forcer à partir sans pour autant qu'il y ait dédommagement. Et puis, même si vous dédommagez des gens que vous avez déplacés et que malgré cela, le système que vous utilisez pour exploiter le pétrole, parce qu'il a parlé de réchauffement, que pour les pipelines, c'était chauffé à 50 degrés. Vous imaginez un pipeline qui fait des centaines de kilomètres. 1443 kilomètres. Qui traverse deux pays. Exactement, et puis qui est chauffé à 50 degrés, vous imaginez ce que ça fait comme dégâts sur l'environnement. Et je pense que c'est de ça aussi qu'il s'agit, et que surtout,
de constater que dans la plupart de ces pays, il y a très peu de voix qui s'élèvent contre Total Énergie, en tout cas qui s'élèvent contre les énergies pétrolières, les énergies extractives. Quand on prend le cas du Sénégal, on est pratiquement à peu près, je pense qu'au fur et à mesure de la discussion, on va arriver à ce stade, on est pratiquement à peu près au même niveau. Quand on parle d'énergie et qu'on parle de l'exploitation du pétrole et du gaz, dès qu'on en parle, certaines populations se braquent, que c'est comme si vous empêchiez le pays de se développer parce que on a découvert le pétrole, on a découvert le gaz. Pourquoi est-ce que vous venez faire des discours contre ces compagnies pétrolières? Et je pense que c'est là où il est important aussi qu'on communique bien. Alors, vous avez mentionné des démarches RSE qui sont pas très orthodoxes. Effectivement, il y a des milliers de personnes qui sont déplacées. Il y a des hectares de terres agricoles inexploitées qui sont traversées par ces pipelines en question. Mais je pense est-ce réellement, comment dirais-je, est-ce plus économique pour nous de laisser ces pipelines-là traverser ces terres agricoles plutôt que de les exploiter? Parce que nous savons ce que représente l'agriculture pour l'Afrique, qui est un pilier en ce moment du développement. Alors, même pas en ce moment, ça a toujours été un élément majeur pour le développement d'un État. Voilà. Vous pensez qu'on n'a pas plus intérêt à exploiter ces terres agricoles-là plutôt que d'autoriser les exploitants pollueurs à exploiter ces terres-là? Oui. Quand on prend le cas du Sénégal, je pense qu'on était à Saint-Louis, le pétrole offshore, donc sur la mer, ça affecte les pêcheurs. Et il y avait les pêcheurs même qui ont souligné que donc, la plateforme pétrolière s'était installée au niveau d'un site qu'on appelait Diatara. Diatara, donc c'est une zone très propice donc, de poissons, là où les pêcheurs en tout cas allaient donc pêcher. Ils vont en tout cas trouver donc, tous les espèces qu'ils ont besoin. Et actuellement, la plateforme s'est installée là-bas avec BP. Donc, il y a aussi Petrocema, donc toutes les industries pétrolières, en tout cas, qui exploitent le pétrole et le gaz du Sénégal. Donc, ça touche les pêcheurs et les pêcheurs même ont dit donc, non, carrément, et essayent donc de pallier à ça. Peut-être ceux qui nous regardent à travers cette interview-là. Donc, il faut savoir que les populations de Guet Ndar sont en train donc, de subir les pêcheurs. Donc, il y a aussi une partie, donc, quand on parle de pétrole onshore, peut-être il y aura Sangomar dans le Sine Saloum. Donc là-bas, il y a aussi donc, des déplacements qui se font. Parce que là où on va découvrir le pétrole, les populations vont se déplacer à des kilomètres. Et qu'est-ce que va devenir donc l'activité qu'ils faisaient là-bas? Donc ceux qui avaient des terres cultivables, on va le déplacer donc sans leur donner donc des solutions ou bien donc d'autres préalables donc qui vont leur permettre donc de subvenir à leurs besoins. Parce qu'il faut savoir que au Sénégal, donc le secteur primaire, beaucoup de gens donc dans les zones rurales là, ils vivent de l'agriculture. Donc, ils sont impactés par l'exploitation du pétrole et du gaz. Et là, ça devient dangereux. Et donc, ça touche donc même question de sécurité alimentaire. Si les gens ne parviennent pas donc plus à donc, cultiver leurs terres, donc ils vont plus se nourrir. Donc, ils vont chercher d'autres alternatives. Il y aura des exodes ruraux. Les gens vont quitter les villages pour aller vers les villes. Et c'est désolant. Et vu dans le contexte qu'on est actuellement, il faut tenir en compte, en tout cas, de tous ces paramètres-là, parce que c'est des parties prenantes et c'est des donc, noyaux forts donc, du Sénégal, parce que la majorité vivent de l'agriculture et de la pêche. Donc, les populations de Guet Ndar à Saint-Louis souffrent donc, de l'exploitation du pétrole. Parce que je me dis qu'il y avait une vidéo que j'ai vue, donc, une sorte de fumée qui a presque donc, séparer donc, les nuages. Donc, il y a des étudiants qui ont pris ça comme vidéo et on voit donc les marques ou bien la destruction de la couche d'ozone que l'exploitation du pétrole peut entraîner. C'est dangereux. Et si on peut aussi éviter cela, peut-être il y a la pétrochimie.
parce que dans le pétrole, on peut avoir quelques produits qui peuvent nous permettre, donc au niveau de l'agriculture, ça on ne le nie pas, parce que tout ce qui est plastique, donc les gouttes à gouttes qu'on utilise pour irriguer nos champs, donc tout ça là, ça vient du pétrole. Et peut-être il faut penser à la manière donc, dont on l'exploite, et c'est de ça donc on va... Moi, j'aimerais juste savoir, vu que je sais que tu travailles beaucoup, excuse-moi Ablis. C'est juste une question par rapport au comment est-ce que vous travaillez, comment ça se passe, la mangrove que vous essayez de reconstruire, quel est l'impact négatif du réchauffement climatique sur les mangroves et comment est-ce que vous faites pour permettre cette mangrove de revivre? Oui. Il faut savoir que la mangrove est une espèce qui capte plus de CO2 que les arbres. Donc c'est une espèce à protéger et à préserver. C'est pour cela, donc la majorité des hectares de mangrove qu'on a, peut-être dans le Sine-Saloum ou bien en Basse-Casamance, est protégée par l'UNESCO. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Donc le pétrole de Sangomar, si on l'exploite, il y a une partie qui va menacer les mangroves si on ne tient pas en compte de ces paramètres-là. Parce que quand on exploite ça, il y aura beaucoup donc, de déchets qui peuvent nuire donc, à la bonne croissance des mangroves. Et là, nous, en tant qu'association, on reboise. En tout cas, nous sommes en train de faire du travail au niveau du delta du Saloum. Donc, il y a 3 jours, on faisait un reboisement donc, de 20 hectares de mangroves avec les ambassadeurs de l'environnement. Il y avait aussi d'autres parties prenantes parce que là, nous avons une approche un peu donc, implicative. Donc, il y a les populations de l'île qu'on incite à venir participer à l'activité. Bien sûr. Parce que des fois, les pêcheurs même ne savent pas l'importance du mangrove. Ils te disent que donc, là où il y a le mangrove, on ne peut pas pêcher. Donc, ils ne savent pas que la mangrove permet donc d'avoir des huîtres, donc des crevettes, donc d'autres ressources encore plus importantes même donc, que les autres, donc, que les poissons qui peuvent avoir. Parce que la mangrove permet ça capte toute une espèce donc, d'animaux halieutiques. Donc, et c'est important. En tout cas, reboiser cela donc, va nous permettre carrément donc, d'aider nos pêcheurs, d'aider les populations des zones rurales donc, à avoir donc, des activités pour subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est des sous-activités, notamment l'agriculture, donc est un pilier intéressant donc, à encourager, donc, à préserver et le permettre, en tout cas, si on ne peut pas utiliser donc, cette exploitation de pétrole-là pour faire, j'ai parlé de la pétrochimie, parce que ça peut aider les agriculteurs pour les irrigations des champs. Donc, tout ce qui est plastique, et beaucoup de choses dérivent du pétrole. Mais il faut quand même penser donc, à une exploitation beaucoup plus durable. Peut-être Total Énergie qui finance des activités comme des cannes, donc là où il y a beaucoup de... Pour jouer à son image, il peut se retourner vers ça, vers l'agriculture, reboiser des mangroves. Donc c'est vers ça qu'on veut que ça tourne, quoi. Mais pas donc, financer des activités donc, pour dire que là, on a une bonne image, on aide les gens à faire ça et ça. Alors que c'est pas donc... peut-être c'est pas aussi important que les autres, quoi. Absolument. Ouais. Pour rebondir sur ce que Wakar vient de dire, je pense qu'effectivement, ce serait une meilleure démarche, une démarche plus pragmatique de miser sur ces secteurs d'activité-là, à savoir la pêche, l'agriculture, pour pouvoir en fait permettre à des centaines de familles de pouvoir bénéficier de leurs revenus, ou alors de préserver leurs sources de revenus carrément, et surtout de pouvoir préserver la biodiversité marine. Alors, comme Babacar l'a mentionné, les mangroves sont des lieux dans lesquels nous pouvons trouver des crevettes, c'est bien ça, des huîtres. Et en parallèle, dans les océans aussi, nous avons des espèces de poissons qui sont menacés aujourd'hui, avec la pollution provoquée par l'exploitation du pétrole et du gaz, par ces géants pétroliers, nous allons dire. Pétroliers, carrément.
Alors, je pense qu'une CAN, c'est bien, c'est divertissant, mais ce serait mieux d'investir dans ces différents secteurs d'activité qui seront source de développement. Exactement. Alors, en parlant de biodiversité, nous avons le projet EACOP qui traverse l'Ouganda et la Tanzanie, mais elle passe aussi dans la périphérie du lac Victoria et du lac Albert. Je pense que là-bas aussi, la biodiversité pourrait être menacée. Parce que ce sont des zones d'eau. Donc, qui dit zone d'eau, dit zone de pêche. Si tu es d'accord avec moi, Boubacar. Oui, carrément. Donc, il faut que le Sénégal donc, voit les pays qui ont découvert le pétrole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment donc les gens ont exploité le pétrole et les impacts que ça a eu donc, au niveau de la population. Je pense que même qu'il y a l'exemple du Nigeria. Donc c'est des catastrophes là-bas, des familles sont déplacées, donc sont impactées carrément. C'est en Ogoniland, oui. Dans le delta, oui. Dans le delta. Ogoniland, effectivement. Donc, il ne faut pas qu'on fasse donc, les erreurs donc, qu'ils ont faites. Il faut vraiment donc, que tous les parties prenantes qui exploitent notre pétrole et le gaz pensent à une politique RSE beaucoup plus responsable donc, et durable. Et même, ça peut être un moyen pour les associations ou bien les ONG au niveau local de trouver des moyens, des ressources financières pour financer leurs activités. Mais ça doit être une obligation. Donc, qu'on doit taxer ces gens du pétrole parce qu'eux, ils ne voient que leurs intérêts. Et si l'État vient proposer donc, des choses qui vont l'arranger peut-être eux-mêmes, peut-être, ils peuvent faire des infrastructures. Hein. Moi, je suis donc, très en phase avec le BRT. C'est une transition donc, écologique et responsable. Ça, aussi, ça permet donc de faire bénéficier toute une palier donc, de population. Mais s'il s'agit donc de faire d'autres activités donc, qui n'ont pas vraiment d'impact, surtout au niveau local, quoi, là où on a trouvé le pétrole, les populations de Guet-Ndar, ils sont à quelques mètres donc, de la plateforme et ils se plaignent. Mais est-ce que quand vous faites vos activités de reboisement de mangroves, est-ce que le ministère de l'Environnement du Sénégal se joint à vous pour vos activités? Ou bien est-ce que vous travaillez avec des ONG internationales? Il faut savoir que chaque association ne doit pas peut-être attendre l'appui de l'État pour faire ses activités. Parce que nous, nos activités, on le fait sans l'appui de l'État. Okay. Il y a des ONG qui sont sur place. Donc, on se regroupe. Donc, on le dit, nous avons une idée, c'est de rebaser cette partie de mangrove. Il y a le service eaux et forêts donc, qui est impliqué. Il y a les mairies, les municipalités qui sont impliquées. Donc, c'est eux qui représentent en quelque sorte l'État. Ouais. Et ils nous aident. Peut-être on partage cette même vision-là parce qu'on a les mêmes réalités sur le terrain. Mais c'est à l'État, donc en retour, de venir nous appuyer. Parce que ce qu'on fait, on le rend public. On diffuse ça à travers les radios. On a les moyens. Les ressources comme les radios, les vidéos, les photos qu'on fait à travers donc, nos plateformes, nos réseaux sociaux peut-être pour ambassadeurs de l'environnement. Il y en a donc d'autres associations au niveau local. Donc l'État doit prendre aussi son temps à identifier les activités qui se font au niveau local. Peut-être élaborer des programmes beaucoup plus vastes pour leur impliquer en retour et aussi beaucoup plus impacter. Yeah. Parce que c'est très difficile de leur... Parce que nous, chaque activité, on essaie d'écrire à la grande muraille verte, les agences de reforestation de l'État et tout. Mais eux, ils te disent carrément que nous avons des programmes donc, très fixés donc, qu'on applique. Donc, c'est déjà compliqué. Yep. Et si on les attend donc, en retour, donc on peut dire que l'État ne nous aide pas, donc on ne fait rien. Okay. Alors que nous, on va subir. On est les premiers à subir donc, les impacts là, de l'exploitation du pétrole et du gaz. Pour cela, j'ai bien aimé le mouvement que les femmes avaient fait lorsqu'on était à Saint-Louis. Donc, il y a des groupements qui sont là-bas qui ont dit non, on ne va pas donc, accepter donc, tout ce que vous dites. Donc, là, on dit qu'il ne faut pas faire ça. Nous voulons une exploitation beaucoup plus
ou bien prendre nos jeunes en retour. Même pour recruter les jeunes au niveau local, c'est compliqué à leur niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Donc, les gens du pétrole ne pensent qu'à leur intérêt. C'est ça la vérité, en fait. Et c'est dommage. Alors, en parlant d'intérêt, nous savons que le projet EACOP Total prend 65% du projet. 15% pour l'Ouganda et 15% pour la Tanzanie. On va faire le parallèle avec BP ici à Saint-Louis. Alors, Babacar, tu pourrais m'aider avec les chiffres, mais je pense que le Sénégal n'a même pas 50%. Les chiffres, il y en a qui disent le Sénégal à 50%, je ne sais pas. Non, je pense qu'il y a de l'exploitation, parce qu'il faut bien expliquer comment fonctionne justement tout ce qui est exploitation du pétrole. Il y a l'exploration et il y a l'exploitation. Ouais. Donc, toute compagnie qui s'investit, qui vient investir dans un pays pour explorer le pétrole, il y a déjà la première phase, donc c'est l'exploration. C'est un investissement que la compagnie même fait. Si on trouve du pétrole, après il y a un pourcentage, mais si on ne trouve pas du pétrole, l'État, ou en tout cas le pays en tant que tel, n'est pas obligé de rembourser les sommes qui ont été dépensées. Ah oui. Mais une fois que le pétrole est découvert, une fois qu'il y a la phase 1, que l'exploration elle est passée, et qu'il y a une quantité de pétrole qui est découverte, la phase 2, ça implique maintenant, il y a un pourcentage qui est négocié. Ce pourcentage-là, il ne faut pas oublier que l'État du Sénégal, il y a des taxes que l'État du Sénégal impose pour les exploitants. Ensuite, il y a une part qui est par exemple, tout ce qui est raffinage et tout, il y a une part qui va directement à la SAR, qui est la compagnie, ou Petrosen, pardon, qui représente l'État du Sénégal. Donc, il y a la première phase, c'est là où c'est vraiment très délicat, c'est de quantifier la somme qui a été déjà investie dans l'exploration. Et cette somme-là, il faut d'abord l'enlever des bénéfices, ou en tout cas de la quantité du montant que va générer l'exploitation. Il faut enlever cette somme-là. Si c'est 1000 milliards de dollars, il faut d'abord enlever les 1000 milliards de dollars avant de commencer à parler de pourcentage. Donc c'est la raison pour laquelle notre nouveau régime là a décidé en fait de renégocier, de revoir les accords avec ces États, avec ces compagnies pétrolières. Les multinationales pétrolières en général, en l'occurrence ici au Sénégal, c'est BP. Le nom multinational déjà c'est quelque chose qui doit vous interpeller, parce que dès qu'on dit multinational, on ne parle plus simplement d'un État. On ne parle pas de l'Angleterre, de la France. On parle de plusieurs nations et ça devient des compagnies qui sont beaucoup, qui ont des budgets qui sont même parfois plus importants que le PIB d'un pays. Donc, ça veut dire que c'est des compagnies qui sont très, 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 très fortes, qui ont des avocats qui sont super calés. Donc, chaque fois qu'ils font un contrat, mais le contrat est bétonné. Et le contrat aussi, c'est pas de contrat entre deux personnes. C'est un contrat qu'on va cadenasser, comme on dit, lock le contrat sur le plan international. Donc, il y a des cabinets, ou en tout cas, il y a des instances où tous les contrats qui lient des compagnies et des pays sont traités, pour ne pas justement que quand il y a un changement de régime, que le nouveau régime puisse se permettre de dire on va renégocier. Mais néanmoins, on a encore des marges de manœuvre, parce que c'est arrivé dans certains pays où, par exemple, les gens ont réussi à renégocier leur contrat. Il y a aussi des pays qui ont nationalisé leur pétrole. Et chaque fois que vous arrivez à ce stade où vous voulez nationaliser votre pétrole, c'est ce qui s'est passé avec notamment le Venezuela, ce qui s'est passé avec la Libye. Quand vous voulez nationaliser votre pétrole, là, vous faites face maintenant vraiment au lobby. En Iran, c'est la même chose qui s'est passée dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Il y a des pays qui ont nationalisé leur pétrole. Donc, c'est eux qui fixent les prix du baril. C'est eux qui, ils ont 99,9% du bénéfice du pétrole qui leur revient. Alors que nous, on n'a pas réussi justement à exploiter et à explorer le pétrole. Donc, on est obligé de travailler avec des compagnies qui ont beaucoup d'argent, qui ont investi. Maintenant, le scandale qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tapage autour du scandale de BP, autour du scandale avec l'ancien régime, etc. Un des autres problèmes
auquel on a été confronté, c'est ce qu'on appelle le contenu local. Dès qu'on parle de contenu local, on parle de compétences locales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une compagnie qui s'installe au Sénégal, une compagnie de pétrole qui s'installe au Sénégal, elle a l'obligation, tu parles tout à l'heure de RSE, mais c'est même au-delà de RSE, c'est une obligation même d'utiliser des gens qui travaillent autour du pétrole. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez la plateforme qui de Diatara, par exemple, c'est une plateforme où il y a des gens qui travaillent dessus pour extraire le pétrole. Donc, c'est des gens qui vivent dans un écosystème clos. Donc, ces gens-là ont besoin qu'il y ait des services, par exemple la restauration, le nettoyage. Ce sont des services qui peuvent être qu'on peut redonner, en tout cas, à des locaux. C'est ce qu'on appelle le contenu local. Ouais. Donc, ces locaux-là doivent avoir aussi des certifications qui leur permettent justement de pouvoir travailler sur cette plateforme. Par exemple, pour la nourriture. Aujourd'hui, si vous voulez travailler sur une plateforme de pétrole, il y a des certifications qu'il faut respecter. Ces certifications, c'est-à-dire que si la nourriture n'est pas maintenue à une certaine température, si la nourriture n'est pas scellée avec un certain type d'équipement et tout, si jamais il y a une infection ou s'il y a une maladie qui est retransmise à cause de la mauvaise conservation, ça va contaminer toute la plateforme. Donc, ça met toute l'exploitation en danger. Donc, ce sont des petits détails qui nécessitent des certifications très, très, très pointues. Mais le seul problème, c'est que les Sénégalais n'ont pas cette certification. Ah oui. Aujourd'hui, par exemple, si vous êtes sur une plateforme, ils vont vous demander d'avoir une certification ISO 100, etc., un chiffre bien précis. Et ces certifications, ce sont les plateformes qui les donnent. Et ces certifications, ceux qui peuvent se permettre de dire « c'est nous qui donnons la nourriture à la plateforme », on n'en trouve pas. Donc, alors que c'est un marché qui aurait pu revenir aux Sénégalais. Le seul marché qu'on donne aux exploitants, aux locaux, c'est le nettoyage. Donc, ça aussi, c'est des soucis. Donc, tout ça, c'est pour vous dire au fait que c'est un domaine qui est tellement pointu. On n'a même pas encore d'école on a quelques écoles qui enseignent les métiers du pétrole, mais c'est pas suffisant. Ah oui. C'est pas juste une école qui enseigne comment exploiter le pétrole. Non, il y a beaucoup de choses. Par exemple, même le système de nettoyage ou bien de blanchisserie, par exemple, des tenues, le système de refroidissement. Il y a plein de détails qui sont en tout cas des détails qu'on aurait pu externaliser, on aurait pu donner à des locaux. Et donc tout cela aussi, dans la phase renégociation des contrats, je pense qu'il faut que nos États prennent ça en compte. Et hormis cela, il y a effectivement l'aspect environnemental. Pour l'instant, une plateforme comme la plateforme qui est à Saint-Louis, c'est une plateforme qui a une durée de vie bien limitée. Il va se passer quoi après? Une fois que l'exploitation du pétrole et du gaz, la plateforme a fini son travail, qu'est-ce qui va se passer après? Quelles sont les conséquences? Parce que la plateforme a une distance comme tu disais tout à l'heure, de la plage, on voit quand il y a des fuites de gaz. On appelle ça des fuites de méthane. Parce que c'est la partie du gaz qui n'est pas utilisable. Donc, il faut que cette partie-là soit, qu'elle soit évacuée pour qu'on puisse récupérer le gaz derrière. Donc, dans toutes les plateformes, c'est normal. Mais justement, quel est l'impact sur l'environnement? Quel est l'impact sur les populations locales? Tout ça, ce sont des détails sur lesquels on n'a pas forcément de formation, on n'a pas forcément les bonnes informations. Et il se trouve aussi que les compagnies comme BP, pour parler du cas spécifique du Sénégal, c'est des compagnies qui ont pratiquement pas de répondants. Je veux dire, si aujourd'hui vous avez une plainte à déposer, si vous avez des réclamations à déposer par rapport à BP, par rapport à cette exploitation, vous n'avez personne à qui parler. Donc c'est fait exprès, ils ont un petit bureau, et c'est un bureau qui a été installé il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont un petit bureau pour recevoir les réclamations, pour recevoir le courrier. Mais à la limite, c'est des gens qui sont inexistants. Parce que leurs bureaux sont à Londres, sont dans d'autres pays, etc. Donc, ils n'ont pas forcément de rapport direct avec la population. Donc, je pense que tout cela, ça fait que c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, justement, de les appeler à la table de négociation. Il faut que le nouveau régime puisse vraiment être
avoir des avocats ou avoir un pool d'avocats très, très, très puissant pour pouvoir les amener à la table de négociation pour renégocier certaines parties du contrat. Yeah. Alors, je pense que nous avons fait le tour, mais au vu de tous les sujets abordés, alors Babacar, en ce qui concerne l'écologie, les activités maritimes et tout ça, est-ce que tu as un message particulier ou des consignes, des recommandations ou des idées à suggérer? Donc, je dirais que donc, jeunesse, engagement, citoyenneté. D'abord la jeunesse. Donc, c'est nous, en tout cas, qui pouvons porter ce message-là donc, sur l'exploitation du pétrole, les néfastes que ça entraîne en tout cas. Parce que là, c'est bien beau d'exploiter les pétroles, mais il faut penser aux générations qui vont venir. Qu'est-ce qu'ils vont en tout cas trouver ici? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Donc, il faut en tout cas une bonne mobilisation. Donc, que ce soit donc, les associations, les ONG, donc apporter donc, ce plaidoyer au niveau du gouvernement, mais aussi de mener des activités concrètes sur le terrain. Parce que les effets du changement climatique, on le vit là, les pluies se font rares. Les agriculteurs vont même jusqu'à perdre de l'espoir. Les gens pensaient qu'au début, c'était les problèmes de semences. Mais là, les effets du changement climatique, le Sénégal, en tout cas, donc, le vit actuellement. Les pluies se font tard à arriver. Nous sommes allés jusqu'à peut-être la quinzaine du mois d'août pour avoir de bonnes pluies qui peuvent en tout cas donc, permettre à nos grandes cultures, parce que nous vivons de l'arachide en majorité et du mil. Il y a aussi les rizières et tout quoi, qui sont impactées. Donc tout ça là, c'est des phénomènes liés au changement climatique. Et il faut beaucoup plus d'activités. Donc au Sénégal, parce que là, que ça soit dans la zone centre ou bien à Saint-Louis, en Basse-Casamance, donc dans les 14 régions, il faut en tout cas une bonne mobilisation donc, de la jeunesse pour mener des activités concrètes sur le terrain. D'abord de sensibilisation, parce que des fois même, les populations ne connaissent pas donc, les phénomènes liés au changement climatique, et aussi les mobiliser, les impliquer carrément donc, dans le cadre de vos activités, que ce soit activités de reboisement, ou bien de formation, ou bien de plaidoyer. Parce que là, nous, au niveau du delta du Saloum, certes, nous menons des activités donc, pour la restauration des mangroves. Parce que c'est une espèce qui est menacée là-bas. Et des fois, les pêcheurs même disent que donc, la mangrove nous empêche donc, de faire des poissons, alors qu'ils ne savent pas ce que la mangrove peut apporter. Ça apporte beaucoup plus. Donc, il y a aussi donc, la salinité, qui est un phénomène qui touche beaucoup de parties au Sénégal. Je pense qu'il y a des espèces aujourd'hui, avec les services eaux et forêts, comme les niaoulis, les eucalyptus, qu'on peut reboiser en tout cas, qui sont des espèces qui peuvent résister à la salinité. Il y a aussi la pratique, on peut faire de la riziculture. Aujourd'hui, avec l'ISRA, on a des espèces qui résistent à la salinité. Et c'est des activités à promouvoir, quoi, qui peuvent, en tout cas, contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Donc, nos prochaines étapes, en tout cas, sont ça. Nous, en tout cas, en tant qu'association, donc, nous continuerons dans cette lancée, donc, à préserver notre biodiversité, donc, à contribuer à la lutte contre le changement climatique et surtout lutter contre l'injustice, en impliquant toutes les parties prenantes, que ce soit l'agriculteur, le pêcheur ou bien le simple citoyen autochtone que ce soit. Donc, nous voulons les impliquer, nous appelons en tout cas à une bonne mobilisation donc, de la jeunesse à aller vers ça. Merci Babacar. Alors, nous allons passer maintenant au tour de Oman. Alors, as-tu des idées, des conseils à nous donner? Je pense que déjà pour la CAN qui va se passer au Maroc, on va essayer de faire des activités de sensibilisation et de veille, parce que c'est pas obligé, c'est pas quelque chose qui nous est spécifique à nous, il n'y a que nous qui devons parler de ça. Je pense que toutes les couches de la population, tous les gens en tout cas qui sont des fans de football, doivent comprendre l'importance de ce type de message. Et on aimerait aussi impliquer plus de footballeurs ou de sportifs
pour qu'ils comprennent en fait ce qu'il en est. Que c'est pas forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de milliers, de millions de milliards de francs CFA pour un événement, certes, qui va être un événement qui va rassembler tout le monde, mais derrière cela, il faut que les gens essaient de creuser un tout petit peu plus. Donc si, à travers ce qu'on fait, à savoir le journal Rappé, on essaye de faire aussi des micro-trottoirs dans les capitales, par exemple, on l'avait fait l'année dernière avec la CAN en Côte d'Ivoire. Donc cette année ici, l'idée, ce serait justement d'aller faire la même chose au Maroc, ou en tout cas d'impliquer des acteurs marocains des acteurs de l'environnement sur le programme, le projet. Je pense qu'on a d'autres opportunités, on a d'autres possibilités aussi de faire une pression, de mettre vraiment une pression sur toutes ces personnes, toutes ces compagnies qui sont en train d'exploiter le pétrole et le gaz ici en Afrique, pour leur dire de faire beaucoup plus d'actions concrètes pour l'environnement. Parce que l'exploitation de ce pétrole et de ce gaz est limitée dans le temps. Mais la destruction, elle continue. Toutes les actions qu'ils font, tout le mal qu'ils vont faire à l'environnement va défigurer l'environnement pour toujours. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'avoir cela à l'esprit. Alors là, tu me marches sur la langue. C'est ce que j'allais dire. La CAN, elle est périodique, elle dure 1 mois. Et ça se fait peut-être chaque 2 ans et tout ça. Mais les dégâts sur l'environnement, les dégâts sur l'environnement, par contre, durent des années et des années. Absolument. Donc, nous avons pour responsabilité de nous mobiliser et de préserver nos terres et nos eaux. Parce que l'avenir de notre continent en dépend. Alors, merci. Nous arrivons à la fin de ce 2e épisode de Non aux pollueurs. Alors, vous pouvez nous suivre sur notre compte YouTube qui s'appelle Non aux pollueurs et sur notre page Instagram qui s'appelle Journal Rappé. Vous pouvez également suivre Babacar sur l'Instagram de l'association qui s'appelle Ambassadeur de l'environnement. Alors, on se retrouve très bientôt pour un 3e épisode. Merci.